Face à l'urgence, on n'a plus le choix. Parce que ce qu'on évoque est assez tragique en réalité. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher, automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant. La situation est au moins aussi dramatique, on en parle moins en ce moment, du point de vue de la pollution, de l'eau, de l'air, des sols, et je dirais que les effets de la biodiversité sont comparables, voire supérieurs à ceux du réchauffement climatique. Et enfin, la situation est dramatique et on en parle beaucoup moins en ce moment, alors que c'est tout aussi grave, de par l'étiolement, disons l'atrophie des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre, et par conséquent, ils meurent. Alors évidemment, ceci pose un certain nombre de questions et je voudrais juste donner un exemple parmi une centaine d'autres qu'on pourrait trouver des conséquences que cela aura juste sur l'humanité. Un effet secondaire. On fait en ce moment face à une crise en Europe, une crise majeure, avec cet afflux de réfugiés, qui, à mon sens d'ailleurs, est traité de façon absolument scandaleuse, puisque nous n'accueillons pas essentiellement ces pauvres gens qui meurent devant nos frontières closes. On parle de quelques centaines de milliers de réfugiés. Or, on sait aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, pas venant du hurluberlu alarmiste, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans 5 siècles, dans 30 ans. Et que si tout se passe bien, nous allons vivre quand nos enfants seront dans la force de l'âge. Que voulez-vous qu'il se passe? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Ce n'est pas ici une sorte de fantasme catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde, de la possibilité en tout cas d'une fin du monde. Bien sûr, je sais bien que la Terre continuera de tourner autour du Soleil après tout cela. Mais enfin, ce qui fait la spécificité de cette planète, ce qui fait qu'on a envie de se battre pour elle, c'est précisément cette diversité du vivant autour de nous. C'est précisément là que se trouve sa beauté, son unicité et aussi sa fragilité. Sans cela, elle n'aurait finalement plus aucun intérêt et plus aucune spécificité. Alors on m'objecte parfois que c'est pas la fin du monde, ce n'est que la fin de l'humanité. J'ai très souvent cette objection. Je ne la comprends pas. D'abord parce que la fin de l'humanité n'est heureusement pas encore actée. Ensuite, parce que ça serait quand même pas un détail. Aucune guerre jusqu'à maintenant n'a tué l'humanité et pourtant chacune a été tragique. Et enfin, parce que c'est oublié un peu vite les 7 millions d'espèces animales avec lesquelles nous partageons ce petit îlot d'univers et qui sont stricto sensu dans cette aventure nos otages. La deuxième objection récurrente consiste finalement à dire qu'il est trop tard. Et je ne la comprends pas non plus. Il est évidemment trop tard pour que rien ne se soit passé. Il est évidemment trop tard pour qu'il n'y ait pas des conséquences dramatiques. Il y en aura. Elles sont déjà à l'œuvre. Pour autant, il n'est évidemment pas trop tard pour éviter que ce soit encore pire. C'est exactement ce qui se passe dans chacun des grands défis auxquels nous avons été confrontés. La dernière guerre mondiale a fait 60 millions de morts. C'est une tragédie absolue. Enfin, s'il y en avait eu 400 millions, ça aurait été encore pire. Donc il n'est évidemment pas trop tard. Il est trop tard pour éviter le drame, mais il n'est pas trop tard pour éviter une amplitude, une ampleur, un déversement du désastre encore plus conséquent encore que celui-ci. Alors pour moi, la question cardinale à ce stade, c'est de se demander quand a été commis la faute. Pas la faute au sens théologique, mais la faute au sens écologique. Quand sommes-nous partis sur ce que le philosophe Gilles Deleuze appellerait une ligne de mort? Je crois que la réponse est assez inquiétante. Parce qu'en réalité, ce n'est pas récent. Ce n'est pas l'apanage de la modernité ou de l'ère industrielle. On a aujourd'hui des documents étayés, des études scientifiques très sérieuses qui tentent à montrer que dans un passé très reculé, nous étions encore chasseurs-cueilleurs, dès lors qu'une zone du globe était colonisée par les humains, il y avait une extinction massive de la macrofaune. Je veux dire, bien au-delà des simples prélèvements associés à l'alimentation.
Donc ça, c'est un peu contrariant parce que ce qui semble se dessiner ici, c'est un comportement qui est finalement endémique à ce que nous sommes. Ce qui signifie que l'enjeu n'est pas de renouer avec un passé fantasmé qui n'a jamais eu lieu, pendant lequel nous aurions été dans une sorte d'équilibre bienfaisant avec la nature. L'enjeu est d'inventer un devenir radicalement autre. Cet enjeu est immense. Je ne sais pas si nous saurons relever ce défi, mais je crois que nous serions plus coupables encore de ne pas le tenter. Il faut que la réception du sérieux change de camp. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire on est face au gouffre, accélérons. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne remet pas en cause les bienfaits réels qu'il y a eu au niveau de la médecine, de l'hygiène et de l'accès à l'alimentation dans les pays pauvres dernièrement. Une question complètement différente. Le deuxième point que nous avons souhaité souligner, c'est qu'il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Ça, c'est un sujet débattu. Peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça, mais ce que je crois fermement, c'est que l'appel à la responsabilité individuelle est nécessaire, mais insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on va à la catastrophe. Les négationnistes sont de plus en plus rares, ils ne sont pas crédibles. Et pourtant, rien ne change. Oui, nous sommes faibles, nous sommes ainsi faits. Si nous sommes en retard et au volant d'une grosse voiture, sur l'autoroute, on roulerait presque tous à 200 km/h si c'était autorisé. Mais en même temps, nous sommes quand même suffisamment sages pour savoir que l'existence de lois qui nous empêchent de le faire, parce qu'on met notre vie et celle des autres en danger, est nécessaire. Donc on peut simultanément être incapable de se raisonner à l'échelle individuelle, ce qui est notre cas, globalement, mais être capable de comprendre que nous avons besoin d'être raisonnés à l'échelle collective. Et donc nous devons exiger des pouvoirs publics des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours la main sur le cœur maintenant n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Je l'ai dit. Ce n'est quand même qu'une perte de liberté apparente. Parce que quand on dit à un enfant, à un jeune enfant, je t'interdis de casser ton jouet, bien sûr, on entrave sa liberté de l'action dans l'instant. Mais c'est pour qu'il ait précisément la liberté de pouvoir y revenir par la suite et d'y jouer pendant toute son adolescence. Donc il faut aussi redéfinir nos valeurs dans ce geste. Le troisième et dernier point que nous avons voulu souligner, c'est qu'il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Ça ne peut plus être une préoccupation de quatrième niveau, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Ça ne peut simplement plus l'être, et ça, je crois que c'est très important que nous martelions la nécessité qu'il en soit ainsi. Cet appel, signé par beaucoup de personnalités, nous disons explicitement que plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité n'est aujourd'hui crédible. Voilà. Une formation politique, une gouvernance politique qui ne fait pas de la sauvegarde du monde sa priorité est simplement ubuesque. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Voilà le message que je crois la société doit maintenant marteler. Et là, je crois que l'enjeu est très clair pour les décideurs. Soit ils sont, parce qu'ils savent aujourd'hui plus que tous leurs prédécesseurs, les pires lâches de l'histoire, et ils auront une responsabilité sans précédent, soit ils sont les premiers héros. Mais pour être les premiers héros, quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher, il faudra s'opposer au lobby, il faudra prendre des mesures difficiles. C'est très exactement à eux qu'appartient maintenant de prendre cette responsabilité. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. En conclusion, j'ai vu hier une tribune dans Les Échos. Les Échos, c'est quand même pas exactement un journal anarcho-communiste à tendance écolo, qui expliquait que notre inconséquence écologique était une folie, je cite, et que le comportement actuel de la France qui ne suit pas ses propres engagements est une tartufferie. Je cite toujours, on ne peut plus être tartuffe pour ce qui est de l'avenir du monde. On ne le peut plus.
Hier, une autre tribune a été publiée dans Libération, signée par de très nombreux scientifiques. Je crois qu'il faut envahir l'espace médiatique. Et au-delà, il faut le faire. Et au-delà, il faut le faire. Alors l'enjeu, et je conclus sur ces mots, j'aime assez qu'il soit placé sous l'égide d'un nouveau contrat social avec le vivant. La figure tutélaire de Rousseau est assez bienvenue parce que vous savez qu'il y a deux contrats sociaux chez Rousseau. Il y a celui par lequel, en quelque sorte, le peuple s'aliène dans l'autorité du souverain, et il y a celui par lequel le peuple se fonde en tant que tel. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est bien sûr de déconstruire un certain nombre de nos valeurs et de notre acharnement technocratique, mais c'est aussi de repenser ce concept de peuple au seul sens qui est aujourd'hui véritablement un avenir, c'est celui de la grande tribu des vivants. Merci.